Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Meet and Share de novembre du réseau Concept. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous étiez encore nombreux à être inscrits aujourd'hui pour ce Meet and Share sur la littératie en santé. On va attendre quelques instants que tout le monde soit connecté et puis on va démarrer. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour. Donc on va commencer comme dans chaque séance Meet and Share par une très courte présentation du réseau Concept. Et puis on aura le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Francis Guillemin qui va nous faire la présentation sur la littératie en santé. Et vous aurez 30 minutes de présentation et puis ensuite on aura un temps de discussion tous ensemble. Donc petit rappel d'organisation pour les questions-réponses. Si c'est possible pour vous d'écrire dans le QNR plutôt que dans le chat. Comme ça, je peux voir toutes vos questions et les poser à Monsieur Guillemin. Et puis, on ne va pas tarder à commencer. Vous êtes déjà plus de 30 présents. Il y avait plus de 80 inscrits. Donc, on est très content que le sujet de ce jour vous intéresse toujours autant. Et n'hésitez pas si vous avez des sujets ou des intervenants que vous souhaiteriez qu'on invite dans ces meet and share du réseau Concept qui visent à vraiment vulgariser, faire connaître, mieux travailler en prévention primaire des cancers tous ensemble. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse finir la programmation de 2026. Vous pouvez tout à fait y contribuer. On va commencer. Hop. Allez, on va commencer. Est-ce que vous voyez mon écran de présentation? Oui. Oui, parfait. Eh bien, rebonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui pour notre Meet and Share du réseau Concept sur la littératie en santé. Un très bref rappel de ce qu'est notre réseau de prévention primaire des cancers Concept. Donc, c'est un réseau de recherche qui est transdisciplinaire et participatif. Donc, ce réseau, il est composé de 7 partenaires scientifiques et un partenaire de terrain. Il a été financé par l'INCa pour 4 ans depuis 2022. Et vous voyez, il présente différents membres avec des disciplines vraiment variées en prévention primaire des cancers. Donc, on a le marketing social, par exemple, à l'EHESP, la nutrition et l'épidémiologie au CRES-RN, tout ce qui est lié à l'économie de la santé, aux biomarqueurs, aux détections précoces à Gustave Roussy, l'épidémiologie des cancers avec l'IARC ou le CIRC, la promotion de la santé avec notre acteur de terrain, promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes, les inégalités de santé, la recherche participative avec le CERPOP à Toulouse, l'épidémiologie, la nutrition, l'environnement, et la recherche participative aussi avec le Centre Léon Bérard, le POPS et Reshape aux HCL. Donc, nos objectifs dans Concept, c'est vraiment de répondre aux enjeux de prévention des cancers en traduisant les connaissances qu'on a actuellement sur les cancers en actions de prévention efficaces et durables. Pour ça, on se base sur deux approches innovantes qui se font à la fois la transdisciplinarité, l'expertise de terrain et les savoirs des personnes parties prenantes, que ce soit patients, personnes concernées, professionnels, etc. L'idée, c'est de créer des synergies pour surmonter les fragmentations et on essaye de comprendre comment on peut intégrer toutes ces interactions entre comportement et environnement pour améliorer les interventions de prévention. Les approches participatives sont au cœur de Concept avec une mise en œuvre en 3 piliers, le groupe de citoyens Coprica, les approches méthodologiques du groupe GEMXT et leur mise en œuvre dans les projets de recherche.
Et surtout, Concept, c'est bien plus que une somme des équipes, c'est vraiment une interaction des différents partenaires avec des événements de réseau. Les Meet and Share, vous pouvez nous retrouver tous les troisièmes jeudis du mois en ligne, ouverts à tous, et des groupes de travail, et ainsi que des projets spécifiques. Et maintenant, je vais arrêter le partage. N'hésitez pas, voilà, à nous retrouver sur LinkedIn ou sur YouTube. Je vais arrêter le partage et donner la parole à Monsieur Francis Guillemin, qui est médecin épidémiologiste et rhumatologue, professeur de santé publique à l'Université de Lorraine, et il est aussi membre de différents réseaux internationaux comme l'OMERACT, plusieurs ELAR Study Group et des réseaux francophones que vous connaissez sûrement comme le réseau REFLIS de littératie en santé et des réseaux nationaux comme RECAP INSERM ou la plateforme qualité de vie des cancers. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui et je vous donne la parole pour cette présentation. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord aux organisatrices de cette réunion. Merci à Concept de m'avoir invité. Je vais donc partager mon écran avec une présentation ici. Vérifier que Alors pour l'instant, c'est encore... vous la Oui, voyez parfait. bien en plein C'est écran. parfait. Ok, Merci ça beaucoup. passe. Oui, ça passe. Bien. Donc, j'en ai pour 30 minutes, je crois, hein. Tout à fait. Je vais vous parler donc de littératie en santé. Littératie en santé, c'est pas tout à fait la même chose que la littératie. Vous connaissez la littératie qu'on peut écrire avec un T ou avec un C, c'est peut-être plus d'origine québécoise, comme l'aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne, alors que, et dont l'antithèse est l'analphabétisme, l'incapacité à lire, à comprendre, ou l'illettrisme, qui serait le fait d'avoir des difficultés malgré le fait qu'on l'a appris à l'école. La littératie en santé, c'est l'extension de ses aptitudes et de ses capacités au champ de la santé qui comporte plusieurs dimensions sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Il y a déjà plusieurs définitions qui ont été proposées. En 1998, Nutbin a proposé et a fait inscrire au glossaire de la promotion de la santé de l'OMS comme correspondant aux aptitudes cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser les informations d'une façon qui favorise et maintienne une bonne santé. En 2005, une autre définition a été proposée également, la capacité d'accéder à l'information, de la comprendre, de l'évaluer et de la communiquer de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie. C'est finalement la définition de Sorensen en 2012 qui est le plus souvent citée, en disant qu'elle implique la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en vue de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. Rohr Marga a traduit ce schéma proposé par Sorensen qui indique à la fois alors je ne sais pas si vous voyez oui, vous voyez mon curseur, le cycle de l'information en santé, comment y accéder, comment la comprendre, comment l'évaluer, comment l'appliquer, qui implique une bonne relation avec le système de soins, une bonne compréhension du lien avec la prévention des maladies et avec la promotion de la santé, car cela va dépendre à gauche de facteurs conjoncturels et de déterminants personnels, et à droite va conditionner l'utilisation des services, le comportement en santé, la participation et une certaine équité. Alors c'est un concept multidimensionnel. On lui reconnaît au moins trois dimensions. Une dimension fonctionnelle, c'est-à-dire la relation qu'on a, la recherche, la compréhension de l'information en santé. Ensuite, une dimension plus communicationnelle, l'interactivité, qui implique d'interagir avec le système de soins et avec l'ensemble des professionnels de la santé. Donc, ce n'est pas seulement le fait de comprendre, c'est aussi de se lancer d'aller vers les différents éléments du système de santé et d'y adhérer. Et une dimension critique qui consiste à porter un jugement et à évaluer la pertinence
des informations qu'on reçoit, qu'on trouve, puis à les utiliser à bon escient. En fait, tous ces trois dimensions mettent en jeu surtout l'individu et ses capacités. Il y a une quatrième dimension qui a été apparue et sur laquelle maintenant on insiste de plus en plus, c'est la dimension organisationnelle. Car les individus ne sont pas les seuls responsables de leur comportement, ils réagissent par rapport à un environnement et à des organisations, et les organisations peuvent pénaliser ces comportements. Donc c'est la capacité des organisations qui permettent aux individus de trouver, de comprendre et d'utiliser des informations et des services pour éclairer leurs décisions et actions en matière de santé, ainsi que celles des autres. L'exemple le plus frappant, c'est la capacité, le côté, la bonne ergonomie d'un site, par exemple. Ça peut grandement faciliter l'accès à l'information et la prise de décision si l'ergonomie est conviviale. Vous connaissez tous l'inverse. Alors, la littératie en santé est reconnue maintenant comme un déterminant de santé, c'est-à-dire, et même un déterminant important, et son défaut peut devenir un facteur d'aggravation des inégalités de santé, au-delà des déterminants qui sont bien identifiés, qui sont socio-économiques, démographiques, etc., etc. C'est même reconnu non seulement comme un déterminant, mais éventuellement comme un médiateur des inégalités de santé. Et dans un travail important, l'étude européenne Health Literacy Survey de 2019, qui a interrogé plus de 40 000 personnes dans 17 pays européens, les auteurs ont pu démontrer que le soutien social, c'est-à-dire ce que l'on reçoit autour de soi, est un médiateur de l'association entre la santé perçue comme résultat de santé et la littératie en santé comme déterminant. Autrement dit, plus la littératie en santé est faible, mais avec un soutien social fort, moins son impact sur la santé perçue sera important. Par contre, en présence d'un soutien social faible, une faible littératie en santé va avoir plus facilement un rôle sur une détérioration de la santé perçue. Si on fait une revue globale des effets de la littérature, que d'autres ont fait, hein, comme Vieira et Christine Ferron, on peut noter qu'un faible niveau de littératie est associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité prématurée, une prévalence plus élevée des facteurs de risque, une autogestion moins efficace des maladies chroniques, les personnes se sentent moins en capacité de gérer leur maladie, une participation plus faible au dépistage chez les personnes de la population générale, chez les malades une durée de soins plus longue, une utilisation inadéquate des médicaments, une moins bonne adhérence, et in fine des coûts plus élevés pour le système de santé. À l'inverse, en ayant une idée positive de la santé grâce à un meilleur niveau de littératie en santé, la population participe davantage à la lutte contre les facteurs de risque en s'engageant plus facilement dans des programmes de prévention. Une question importante en cancérologie, c'est l'intégration dans les essais cliniques. Et la perception de la littératie en santé d'un patient, par le professionnel de santé, le médecin ou le collaborateur, peut conditionner son intégration dans des essais cliniques. Ainsi, les essais cliniques excluent plus souvent les personnes âgées, les patients avec des comorbidités, les personnes vivant en zone rurale, appartenant à des groupes raciaux, ethniques marginalisés, même si en Europe on abandonne ce terme de racialisation, ou des personnes de niveau socio-économique faible, malgré le souci croissant de ce problème parmi les décideurs de politique de santé, chez les représentants des patients, dans les sociétés médicales et chez quelques leaders de l'industrie. C'est ce qu'on appelle le biais implicite, c'est-à-dire cette tendance inconsciente que l'on peut avoir en tant que professionnel de santé à proposer à des personnes ayant ces différentes caractéristiques de participer ou non à des essais cliniques. Et ce biais a été constaté en France dans au moins 3 grandes études de cohorte, l'étude Vican, l'étude Canto et l'étude SAGE. Ce sont quand même des études de grande ampleur nationale et qui ont montré que la participation était plus faible dans ces groupes, même si ce n'est pas seulement le fait de participer, mais c'est aussi peut-être une autocensure des personnes qui ont été sollicitées pour y participer. Alors, comment mesurer la littératie en santé? Eh bien, comme ça n'est pas un concept simple, la mesure n'est pas simple. Elle fait appel plutôt à des questionnaires
et nécessite pour cela des outils qui soient validés selon les méthodes de la psychométrie. Il existe plusieurs, j'ai écrit de multiples outils de mesure de la littératie en santé, développés en France, quelques-uns, ou adaptés à notre contexte à partir de développement dans d'autres langues, la plupart du temps en anglais, donc développés dans des milieux anglo-saxons, pour les adapter à notre contexte au cours de ces dernières années. Alors, pourquoi une telle multiplicité? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas tous le même objectif. Il peut s'agir d'une évaluation objective de la littératie en santé fonctionnelle. Il peut s'agir d'une démarche de dépistage à partir de quelques questions auprès de personnes à risque qui sont à risque de rencontrer des difficultés. Ou bien encore d'évaluations beaucoup plus complètes, d'évaluations multidimensionnelles des différentes dimensions de la littératie en santé. Et là, on utilisera des autoquestionnaires afin de déterminer les principales difficultés rencontrées par une personne ou une population. À cela, il faut ajouter des outils qui ciblent des populations particulières, soit des patients dans des milieux de soins, soit des adolescents, soit des personnes âgées, etc. Ou bien encore des outils qui visent des aspects particuliers de la littératie en santé, comme la littératie numérique, sur laquelle je reviendrai, la capacité de navigation dans le système de santé, ou bien de la littératie en santé mentale, ou la littératie en santé nutritionnelle, ou encore en développement des travaux existent actuellement sur la littératie en santé, en compétences scientifiques. Et ils se multiplient en fonction des aspects de ce qu'on veut développer. Alors, comment juger de la qualité d'un instrument de mesure? Eh bien, le cadre COSMIN, proposé il y a une quinzaine d'années, nous offre une bonne structuration de la façon de le faire dans la situation très particulière où nous sommes, où il n'y a pas de mesure standard. Il existe une mesure standard du poids, et on peut utiliser des outils de mesure du poids d'une personne en comparant la sensibilité et la spécificité de ce nouvel outil par rapport à une balance bien calibrée. Mais lorsqu'on s'adresse à des questionnaires multidimensionnels, ils s'intéressent là aussi à ce qu'on pourrait appeler en psychométrie un trait latent, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas palper, mais qui existe parce que c'est plutôt intellectuel, conceptuel, comme la littératie en santé. Et on est obligé de faire appel à d'autres méthodes avec la mesure de la validité de contenu, c'est-à-dire on pense que le contenu des questionnaires, des questions générées mesure bien ce qu'on est censé mesurer, la validité de structure, sa bonne structuration en dimensions telles qu'on veut les mesurer, la validité transculturelle lorsqu'il faut l'adapter d'une langue étrangère, l'invariance de la mesure, c'est-à-dire ça, le test avec des groupes, sa reproductibilité ou fiabilité, et puis sa sensibilité au changement, car la littératie en santé, même si elle est généralement stable dans le temps, peut évoluer avec des interventions destinées à l'améliorer, avec des interventions en éducation en santé, en éducation numérique, etc. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer le site du réseau Reflis, qui est un réseau de littératie, un enjeu majeur sur la recherche scientifique, qui est accessible à reflis.fr, sur lequel vous trouverez différentes définitions et des éléments comme par exemple l'intérêt pour la santé publique, les liens avec les inégalités sociales. Et si on va, alors, il y a des projets en cours, des publications, et si on va dans la rubrique en pratique, on On tombe, tombe. on tombe sur les questionnaires qui sont... Alors, je crois que je suis en train de faire de l'écho là. Voilà. Il y a plusieurs questionnaires qui sont proposés, dont des questionnaires en français, le FFCHL, le HLQ, le HLSEU Q16, avec une description de leur composition. Celui-ci, par exemple, le premier, 14 items, 3 dimensions, la littérature fonctionnelle, interactive et critique, visant des patients adultes avec une maladie chronique, libre d'accès en français. Un questionnaire de très bonne qualité, le HLQ, qui est plus long, plus pour la recherche, 44 items, avec 9 dimensions, visant la population générale française, et nécessitant une autorisation, mais c'est quand même gratuit, en milieu académique. Le HLSEU Q16, plus facile, 16 items, une seule dimension, en version libre.
Ou encore celui pour les adolescents, le HASA, 15 items et 3 dimensions sur la communication, la gêne et la compréhension. Un texte dit court, mais il fait quand même 40 items. Ou le HLSAC pour les enfants d'âge scolaire, de 10 items en une seule dimension. Encore et encore, le Single Item Literacy Screener, qui va donc être celui qu'on va évidemment privilégier si on veut passer des études, si on veut faire des travaux en grande étude, mais qui est beaucoup plus faible en matière de pertinence sur la mesure multidimensionnelle. Alors, je vais essayer de retourner à mon écran. Ah, ah. Petit souci de manipulation. Il faut que je retourne ici. Voilà, nous y sommes. Donc voici quelques exemples, je viens de vous le montrer, de ces questionnaires qui en principe ont passé le filtre du cadre COSMIN et qui sont suffisamment valides, acceptables, pour satisfaire toutes ces propriétés qu'on peut utiliser. Alors par exemple, le questionnaire HALS peut s'interpréter parce qu'il produit un score qu'on peut interpréter en 5 niveaux. Le niveau 1, ce sont des compétences en littératie en santé très faibles, par exemple, des difficultés à repérer la dose d'un médicament à administrer sur un emballage. Le niveau 2 sont des compétences faibles, par exemple des difficultés pour comparer des éléments simples dans des prestations de santé proposées. Le niveau 3, ce sont des compétences suffisantes, permettant de comparer des informations, de faire des déductions simples, aller plutôt chez un radiologue que chez un biologiste, par exemple. Un petit peu grossier comme exemple, mais on peut trouver un peu mieux. Et enfin, les niveaux 4 et 5 sont des niveaux plus élevés, permettant des traitements d'informations complexes, de reconstituer sa propre histoire de soins, de comprendre les tenants et les aboutissants d'un vaccin, d'un dépistage, comment se décider à surveiller son traitement, etc. Un point important lorsqu'on va se lancer dans une étude pour intégrer la littératie en santé, que ce soit comme critère principal ou comme paramètre qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'exploration de notre question de recherche, c'est que le concept à explorer soit en concordance avec l'outil, ou vice-versa, que l'outil soit en concordance avec le concept. Et donc là, il faut s'intéresser à la question de recherche qui m'est posée. Quelle est la population visée? Quel est le domaine de santé d'intérêt? Est-ce que le questionnaire est adapté au contexte de l'étude, la bonne langue, la bonne longueur par rapport à la population? Est-ce que les propriétés de mesure de l'instrument envisagé sont suffisantes? Est-ce que le questionnaire est accessible? Est-ce que les droits d'usage sont respectés? C'est pas parce qu'on va le trouver sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche qu'on a le droit de s'en servir. Il y a des règles et il faut s'en préoccuper. Le cas échéant, informer le développeur ou le propriétaire que l'on souhaite l'utiliser. Et puis, est-ce qu'on a les moyens d'interpréter, de produire un score et de l'interpréter? Donc, l'interprétation, elle va être calculée et sa comparabilité va être enfin, son interprétation va dépendre de la comparaison à des normes dans la population cible si elles existent, ou d'avoir des seuils définis dans la littérature pour savoir qu'on est plutôt dans le niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou une littératie basse ou élevée. Alors, les champs d'application de cette mesure de la littératie sont nombreux. On est très intéressé de le faire en prévention, puisque c'est là qu'on va s'intéresser, on va essayer de... Toujours, la problématique de la prévention est toujours d'essayer d'atteindre les personnes les plus défavorisées, et donc peut-être celles qui ont le plus de difficultés en littératie, en santé. En matière de décision thérapeutique, eh bien, plus les niveaux, et ça a été démontré, de littératie en santé est élevé, plus la décision partagée sera possible. C'est-à-dire qu'une décision partagée ne peut être possible que si la personne, par rapport au médecin, est capable d'intégrer, de comprendre et de participer justement à cette décision thérapeutique. Euh, Moins elle en est capable, plus il sera difficile d'avoir une décision partagée. Et quelquefois, c'est un peu embêtant de ne pas avoir, enfin, c'est pas que quelquefois, il est très embêtant de ne pas avoir une participation du patient à sa propre décision. Et puis, en recherche clinique,
c'est un champ où on s'intéresse de plus en plus parce qu'elle conditionne, comme on a pu le montrer dans des études précédentes, les résultats en santé, la perception qu'on a de sa santé, la perception qu'on a de sa qualité de vie, par exemple. Et donc, c'est un domaine où il faut penser à mesurer la littératie en santé comme paramètre du résultat. Un mot spécial sur la illittératie en santé. Euh, on voit que le gap numérique, le fossé qui se crée avec la numérisation de plus en plus, ou la digitalisation de plus en plus importante de la société, des prestataires, des pouvoirs publics, de toutes les sociétés d'assurance, crée un fossé de plus en plus important entre ceux qui continuent d'adhérer à ça et qui s'y mettent progressivement et ceux qui n'y rentrent pas. Et ce gap numérique ne se superpose pas ou ne se confond pas, mais il s'ajoute aux autres facteurs d'inégalité, à l'âge, aux inégalités liées au sexe, aux inégalités ni liées au niveau d'éducation ou au niveau socio-économique. Eh bien, ça n'est pas pareil, ça n'est pas que les personnes âgées qui sont en difficulté, il y a des personnes âgées qui sont très performantes et des plus jeunes qui ont des problèmes. Ce n'est pas que le niveau d'éducation, ce n'est pas parce qu'on a un bac plus 5 que forcément on est parfaitement à l'aise sur le numérique. Et ce n'est pas que les personnes riches ou les personnes pauvres qui sont les plus embêtées. Et donc, la e-littératie, cette fois-ci, on a une définition qui a été proposée par le Conseil des technologies de l'information et des communications, c'est la capacité de repérer, de classer, de comprendre, d'évaluer et de générer de l'information à partir d'Internet ou des outils numériques et des technologies de l'information qu'on peut vous proposer sur des petites machines ou sur des postes. Et donc, la littératie numérique en santé, ou Digital Health Literacy, elle est en fait au carrefour de plusieurs littératies et elle mobilise trois pôles de compétences qui sont la littératie en santé, les littératies informationnelles et la littératie numérique. Et l'IREPS, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, a bien pointé ces enjeux. Alors, pour terminer, je voulais vous donner quelques règles de bonne pratique pour le choix des outils et d'applications. En fait, ce sont des questions qu'il faut se poser avant de décider de quel type d'outil ou de quel domaine d'application on va avoir besoin ou dans quel domaine d'application on va se situer. S'agit-il d'une approche individuelle ou populationnelle? Pour l'individu, l'approche individuelle, eh bien, ça va être des outils utiles pour affiner le diagnostic, préparer le diagnostic d'annonce, par exemple, et proposer des modes de prise en charge qui soient adaptés. Au niveau populationnel, là, on va s'intéresser à des enquêtes. Dans lesquelles on va avoir à définir si c'est un critère de jugement, est-ce que c'est fait partie des objectifs qu'on veut mesurer, la littératie en santé, ou bien comme un paramètre à côté qui peut servir de variable de confusion, puisqu'on va travailler sur des grandes populations. Ensuite, veut-on s'en servir comme un outil d'aide à la décision? En clinique, ça peut être au moins à trois niveaux. Le premier, c'est la décision en matière d'annonce. Je vais citer le diagnostic d'annonce. Mais ça peut être la décision au cours du suivi. Est-ce que les personnes auront une littératie en santé suffisante pour suivre et adhérer au programme thérapeutique proposé? Et bien sûr, c'est un élément important de l'éducation thérapeutique, puisque l'éducation thérapeutique comporte d'abord un diagnostic de situation, avant ensuite de proposer des actions. En promotion de la santé, c'est-à-dire en population générale, c'est en fait la même chose. L'éducation en santé procède d'abord d'un diagnostic initial, puis d'une proposition de programme, et ce programme peut s'appuyer sur le niveau de littératie des personnes. Ensuite, si on utilise des questionnaires pour la mesurer, il y a quelques limites. D'abord, les autoquestionnaires supposent que les personnes aient un niveau de littératie générale, cette fois-ci pas de littératie en santé, mais un niveau de littératie suffisant. Et en même temps, quand on fait un autoquestionnaire, on a des règles de rédaction, de construction, qui font qu'on essaye de construire des outils qui soient accessibles à des personnes de 10 à 12 ans, niveau 6e, en termes d'éducation, au niveau de langue. Parfois, ça n'est pas le cas, ça n'est pas suffisant, et on peut alors utiliser des méthodes d'hétéroévaluation en demandant
en faisant passer les questionnaires par une personne. Mais là, il y a évidemment des conséquences, c'est qu'il faut un accompagnement ou il faut un enquêteur. Utiliser de préférence pour nous des questionnaires en français suppose que ceux qu'on utilise ont subi une étape d'adaptation culturelle appropriée et qu'ensuite sa validité psychométrique a été documentée puisqu'il n'a plus été dans la même culture et il peut avoir des éléments différents. Ensuite, des situations particulières nécessitent des questionnaires particuliers. Ça peut être une question d'âge. On a vu dans les outils présentés sur le site de Reflis que ça pouvait être spécifique de la population générale adulte, des adolescents, des enfants en âge de l'école, voire peut-être de personnes âgées. Ça peut dépendre des dimensions qu'on souhaite explorer, avec des questionnaires qui peuvent être plus focalisés, plus spécifiques. Ça peut être aussi dépendant des situations. Par exemple, on sait qu'en matière de vaccinale, l'hésitation vaccinale est en grande partie déterminée par des questions de littératie en santé. Ensuite, il faut être capable d'exploiter ces questionnaires. Et donc, pour cela, il faut avoir des méthodes de calcul des scores suffisants et bien documentées. Donc, normalement, elles sont documentées dans les outils qu'on a mis à disposition sur le site. Et avoir aussi les moyens d'interpréter ces scores. Pour interpréter ces scores, il faut savoir d'abord l'étendue possible de ces valeurs de score. Est-ce qu'il existe des seuils pour dire que c'est faible ou fort ou moyen? Est-ce qu'il existe des normes? C'est-à-dire, on sait par ailleurs, dans une population de référence, que la norme, c'est il existe des valeurs standards fixées pour tout le monde qui sont bonnes ou mauvaises, et la population de référence, par rapport à une population de référence comme la population générale française, qui n'est pas le pays où la littératie en santé est la plus élevée, hein, on est plutôt de moyen par rapport à beaucoup d'autres, eh bien, comment on se situe par rapport à une population de référence? Voilà. Alors, je vous ai donné quelques exemples de ce qu'on pouvait trouver sur le site de Reflis, et vous avez ici l'URL que vous pouvez consulter. Et d'autre part, il se trouve que nous avons travaillé avec Julien Mancini, c'est Julien Mancini, et Alexandra Rouquette, euh, pour rédiger des éléments de mesure de la littératie en santé dans un ouvrage beaucoup plus complet qui est à apparaître prochainement sur la littératie en santé. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question. Merci infiniment pour cette présentation très claire des définitions, des enjeux de la littératie spécifiquement en santé. Est-ce que vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas, si vous voulez les écrire dans le Q&R ou si vous préférez les poser à l'oral, vous levez la main et je peux vous donner la parole aussi, si ça, vous préférez la voix orale. N'hésitez pas. Je n'en vois pas pour l'instant dans le Q&R. Je regarde dans le chat. Alors, première question de Tony Ziti. Bonjour Tony. Donc, comment faire une enquête pour mesurer la littératie en santé auprès des populations spécifiques? Par exemple, auprès de certaines populations immigrées qui ne parlent pas le français. Ah, c'est une très bonne question et c'est la situation la plus difficile, mais en même temps la plus classique. C'est-à-dire que euh, l'idéal, c'est d'avoir la capacité de trouver des questions, des questionnaires qui ont été adaptés dans la langue de ces migrants. Ça dépend des migrants, ça dépend de leur pays d'origine, ça dépend de l'existence de chercheurs qui se sont intéressés à la question dans leur pays. S'il n'existe pas de solution, soit on se lance dans l'adaptation culturelle dans leur langue, et on peut le faire, on n'a pas obligé de parler leur langue, hein, on peut avoir des traducteurs et travailler avec des gens qui ont la capacité d'être bilingues, il faut les trouver, et en particulier avec des personnes migrantes qui parlent cette langue-là, qui peuvent être adhérées aussi à l'idée de faire le travail, mais ça prend du temps. Ou bien il faut diminuer ses prétentions et prendre des questionnaires plus simples, dont l'adaptation sera peut-être plus facile. Là, je vous ai montré un questionnaire d'une seule item. Bon, ça veut dire qu'il y a un travail préparatoire évident à faire avant de faire une telle étude. Et en même temps, vous avez raison, plus ils sont en difficulté de littératie, plus ils vont être en difficulté de littératie en santé, et plus on aura du mal à faire des travaux pour connaître
peut-être leur façon de faire face aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est comment ces personnes arrivent quand même à se débrouiller dans le système de santé français, comment elles arrivent à trouver vous savez, par exemple, les gens qui sont illettrés, ils ont des stratégies pour arriver à masquer le fait qu'ils soient illettrés, à faire signer par un autre, ou dire j'ai oublié mes lunettes, etc. Euh, bon, devant un ordinateur, on est plus embêté. Donc, on va aller chercher quelqu'un qui sait manipuler. Quand il y a un problème de langue, pareil, il y a des stratégies aussi pour d'évitement. Et ce n'est pas toujours facile de les détecter. Merci beaucoup. On a une deuxième question dans le chat. Bonjour, je suis une future diététicienne n'ayant pas de bagage scientifique. Comment apprendre la littératie en tant que futur professionnel de santé? Merci. Alors, bonjour Tilly. Tilly. Oui. Euh, alors, je vois à votre message que vous avez déjà une excellente littératie, puisque vous savez écrire et lire, mais vous voulez parler probablement de littératie en santé. Apprendre la littératie en santé, euh, ah, c'est surtout lire ce qui existe comme concept. Alors, je vous conseille d'aller sur les sites des, des organismes de promotion de santé, de ce soit les IREPS dans toutes les régions, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il y a dans ces régions, dans beaucoup de régions en Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace, en Auvergne-Rhône-Alpes, j'en ai trouvé dans le Val-de-Loire également, des présentations de ce que c'est que cette littératie en santé. Et puis sur le réseau Reflis, hein, bien sûr, vous avez des explications euh, de ce qu'il faut retenir de cette littératie, puis après essayer de voir avec les personnes, alors si vous êtes futur diététicienne, vous êtes peut-être encore en formation, donc au cours de vos stages, de rechercher les éléments qui vous feraient penser que les personnes qui vous font face sont en bon niveau, au niveau moyen ou en difficulté de littératie en santé. En les testant, en leur présentant, je sais pas, des documents illustrés, des documents écrits, en regardant comment elles se comportent sur un écran d'ordinateur par rapport à des questions de santé qu'on leur pose. Peut-être en attendant qu'on ait des nouvelles questions, il y a quelques questions qui me viennent en tête. Est-ce Oui, que on a des questionnaires ou des outils qui permettent de savoir, à partir de documents, par exemple, si je prends le cas de Tilly qui voudrait être diététicienne, ils ont des documents papier ou numériques qui expliquent les conseils diététiques, l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut faire le retour inverse, c'est-à-dire s'assurer que ce qui est présenté convient à un niveau de littératie plus bas en santé. Du coup, est-ce que on a des... Parce que je me doute que les questionnaires de littératie que vous avez présentés, c'est plutôt pour mesurer chez une population le niveau de littératie pour pouvoir accéder et comprendre et utiliser ces documents. Mais est-ce qu'une fois que les documents sont faits, on peut faire le retour inverse et savoir à quel niveau ça appartient? Je ne sais pas si c'est clair. oui, c'est tout à fait, c'est une très très bonne question. Est-ce qu'un texte est lisible? Oui, c'est Est-ce ça. qu'un texte de santé ou un texte d'invitation à participer à une étude Exactement. est suffisamment lisible? Alors oui, il y a bon, on a proposé un cadre pour ça qui s'appelle le LFQ, dont je pourrais éventuellement vous transmettre la référence, qui est une méthode pour identifier si un questionnaire, si un document, il y a l'ELF, Evaluative Linguistic Framework, qui a été publié par une équipe australienne, qui permet d'évaluer si un document d'information pour la recherche clinique, par exemple, comporte des éléments suffisants en termes de euh, niveau de langage, en termes de rhétorique, les mots utilisés, en termes de relation lecteur-rédacteur, est-ce qu'on comprend qu'on s'adresse à soi, à qui on s'adresse, en termes de structuration, que tout ça est suffisamment simple, parce que quand même, les documents de la recherche clinique, globalement, ils sont extrêmement lourds et extrêmement Ouais. complexes parfois. Donc la question est très très pertinente. Et donc, avec cette équipe, on a travaillé pour développer ce cadre aussi pour les questionnaires. Donc il y a les deux. Vous pourrez Euh, nous mettre le lien, parce que quand j'ai tapé un petit peu là sur Internet pour avoir les outils qui existaient de lisibilité, il y a plein de sites qui existent, mais on ne sait pas s'ils sont certifiés, D'accord, validés. oui. Eh ben, Si vous pouvez nous mettre le lien, je le je mettrai sur vous le trouverai le LinkedIn. lien que je vous enverrai. Oui. Super, Ouais, merci alors, beaucoup. ce sont des références, ce sont des articles scientifiques, hein. Oui, Voilà, d'accord. alors j'ai cru qu'on ait une deuxième question qui est apparue. Pas, oui.
Si je peux me permettre de vous suggérer de consulter un site belge, Culture et Santé, qui propose un guide d'animation en littératie en santé. Donc c'est plutôt un Euh, commentaire. oui, c'est un commentaire, mais c'est très bien. Au contraire, s'il y a dessus. Alors, il vient du ministère de la Culture, à ce que je vois, là. C'est ça. Ouais. Ministère de la Culture et le ministère de la Santé, de la Famille, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Donc, c'est assez logique que ce ministère se préoccupe de littératie en santé, évidemment. Merci pour cette Oui, ce partage. proposition que je ne connaissais pas. J'essaierai de mettre toutes les ressources qu'on a mis là dans le résumé de la conférence d'aujourd'hui sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. J'ai peut-être une autre question, attendant qu'une autre question arrive. Euh, Quand on fait des recherches cliniques ou autres qui ne sont pas à première vue basées sur la littératie, et par exemple, si je prends un cas concret qu'on a actuellement, si on étudie la faisabilité de la passation d'un questionnaire et de son utilisation pour créer des conseils nutritionnels, voilà, je prends un cas concret qu'on a actuellement, à quel moment est-ce qu'il faut qu'on évalue la littératie, même si c'est pas comment dire, le la question première que l'on se pose, la question première, c'est plutôt la faisabilité, l'acceptabilité du questionnaire. Est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il y a des recommandations pour systématiser la mesure de la littératie ou pour la prendre en compte dans les outils qu'on fait? Donc une question un petit peu double par rapport à des recherches qui ne sont pas spécifiquement en littératie. Alors, je ne suis pas nutritionniste, je ne connais pas cette littérature, donc je ne sais pas s'il y a des recommandations spécifiques pour prendre en compte la littératie en santé. Non, je pense que le problème, enfin, la littératie en santé étant un concept important, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la littérature qui dit que c'est un déterminant de santé. C'est pour ça que j'ai un Oui, peu insisté au début assez lourdement là-dessus, parce qu'elle s'est démontrée dans de plus en plus de domaines, et à chaque fois, ça arrive en plus des autres facteurs. C'est, comme je disais, c'est pas que l'âge. Alors, le plus flagrant, c'est la illittératie en santé, parce qu'effectivement, l'accès numérique n'est pas, est un facteur bloquant, il n'est pas seulement, c'est pas comme je disais, les personnes âgées ou celles qui n'ont pas de niveau d'éducation. Il y a- L'Afrique fonctionne très très bien avec des smartphones partout, alors que le niveau d'éducation dans beaucoup de pays est encore très faible. Et les gens se débrouillent très très bien. Donc ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais non, il faut avoir la préoccupation en tête, et bien sûr, il faut vérifier que c'est accessible. Alors, en littératie, on définit un niveau de langage, 10-12 ans, niveau sixième. En littératie en santé, on n'a pas encore cet équivalent. On n'a pas un standard qui parle à tout le monde de ce que c'est qu'un niveau de base en littératie en santé. Donc il faut utiliser les outils de screening de la littératie pour les vérifier. d'accord. On a une question qui a apparu de Tony. Merci Tony. Quelle est la différence entre littératie en santé et empowerment? Un autre concept qu'on a vu dans une autre conférence. Oui, alors ça c'est une très très bonne question parce que c'est évident qu'il y a une relation entre les deux, mais que ça n'est pas la même chose quand même. La littératie en santé, c'est on constate le fait que les personnes ont telle et telle capacité et aptitude. L'empowerment, c'est l'action qui va leur donner la- ces actions, ces capacités, ces aptitudes à prendre en charge leur santé. Donc on est un peu un pas plus loin. La littératie en santé, c'est un état, une capacité qu'on a à naviguer, machin. On peut avoir beaucoup d'autosuffisance, de self-efficacy, comme on dit en anglais, hein, puisque vous parlez d'empowerment, d'auto-efficacité. Et puis l'empowerment, c'est la charte d'Ottawa, c'est la capacité à, c'est l'amélioration de l'autonomie de la personne pour se prendre en charge, pour prendre ses décisions, pour prendre sa santé en main. La littératie en santé, ça conditionne l'empowerment. C'est très clair. Ben, c'en est proche. Mais ce sont deux concepts différents. Oui, l'état par rapport à l'action, en fait, pour résumer Oui, entre les l'empowerment deux. peut être une façon d'améliorer sa littératie en santé, effectivement. Les actions de l'empowerment.
Merci Lafleur pour le guide pratique en ressources. Je vais le partager dans le LinkedIn. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, on a encore un petit peu de temps pour échanger tous ensemble avec Monsieur Francis Guillemin, donc n'hésitez pas. Peut-être en attendant une autre question, est-ce que vous auriez des conseils? Alors, vous avez déjà donné beaucoup de conseils quand même sur comment utiliser les questionnaires et comment l'appliquer à la littératie. Mais voilà, s'il y a dans la salle, là, on a beaucoup de jeunes chercheurs, de citoyens, de personnes qui sont professionnels de santé, qui veulent peut-être utiliser ce concept-là pour mieux faire de la meilleure recherche ou avoir des documents qui soient de meilleure qualité pour la recherche clinique, les soins. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour s'en emparer? Alors, il y a quelqu'un qui réagit en disant immédiatement réfléchir à sa propre posture et à son propre niveau de littératie en santé. Excellent. Ah bah, c'est la fleur, oui. Oui, bien sûr, déjà soi-même, est-ce qu'on est capable de se décentrer par rapport à ce qu'on va faire passer aux gens? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train, nous, de se projeter et projeter son propre niveau de littératie en santé sur ce que les gens seraient capables de faire, ou de dire ou de comprendre, alors qu'il faut d'abord regarder ce que les gens sont en situation de faire. Et donc ça dépend des populations. Je pense que il faut, alors c'est là où peut-être le concept de science participative devient intéressant, il faudrait travailler avec des représentants de ces personnes-là, avec des gens qui seront susceptibles de faire partie des enquêtes, des patients, des gens de la population générale, euh, pour s'assurer que, on a que c'est accessible à des gens de niveau de littératie en santé relativement modeste, si on travaille sur des documents. Maintenant, si on veut travailler sur la littératie en santé, évidemment, là, il faut prendre des questionnaires qui mesurent cette littératie en santé. Et je vous renvoie au site de Reflis, puisqu'il est relativement à jour, je crois, sur ce qui est valide et disponible en langue française, si vous travaillez avec des populations francophones, bien sûr. Et donc, à part l'intégration des personnes dans nos travaux, c'est aussi des recommandations qui sont de plus en plus fréquentes, notamment en cancérologie, qui est une discipline pionnière dans ce domaine, pour intégrer les personnes, des, des patients, des représentants de patients ou de la société civile dans les démarches de validation de protocole, etc. Donc je pense que c'est une démarche préalable et extrêmement fructueuse pour préparer des protocoles de recherche. Tout à fait. On a fait beaucoup dans ce réseau concept de présentation de la recherche participative pour montrer ce que c'était, comment la faire et à quoi ça pouvait servir pour améliorer l'efficacité de la recherche, mieux répondre aux besoins, accélérer la compréhension de la recherche et des résultats. Et en effet, là, c'est un autre exemple pour montrer que ça peut être un outil pour s'assurer qu'on a pris en compte la littératie des personnes concernées par la Oui, recherche, le oui. soin, etc., Je crois et que dans vous laquelle on avez, se pose sur la posture. je crois que vous avez déjà fait un webinaire sur la science participative, hein. Oui, tout à fait. On a fait plusieurs. On en a eu sur les inégalités de santé, sur la recherche participative en général, liée à l'environnement. C'est un thème qui revient beaucoup parce que c'est un des piliers du réseau Concept. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup demandé. Je vais mettre les liens qui sont mis. N'hésitez pas encore hein, pour les questions, on a un petit peu de temps. Je ne sais pas sinon, Francis, si vous avez des commentaires, des choses que vous souhaitiez rajouter pour que... Les gens sont trop nombreux pour que je me lance dans des questions. En termes de commentaires complémentaires, qu'est-ce que je pourrais vous dire là puisque le public qu'on a là, c'est surtout des gens qui sont des chercheurs ou des futurs chercheurs et les patients susceptibles ou les personnes susceptibles de participer à la recherche. C'est bien ça C'est l'objectif, hein. ça, oui, tout à fait. Non, je pense que c'est être éveillé à cette question et vigilant sur les outils qu'on utilise, parce que c'est pas que des documents, hein, c'est aussi, on a dit, la, la littératie organisationnelle, donc l'environnement, comment la signalétique dans un hôpital est faite, comment la signalétique dans un service de soins, un centre de soins, par exemple, comment les personnes sont identifiées, les professionnels de santé sont identifiés par rapport aux personnes. C'est vraiment des notions de base qui sont venues tardivement dans l'hôpital
ne sont pas encore toujours Mhm. complètement claires, performantes. Donc, comment aider les gens à ne pas être, soi-disant, coupables de mauvaise littératie, puisque c'est l'environnement qui les met en difficulté. Je pense que c'est ça, un environnement, un axe de recherche important. Si vous êtes en littératie nutritionnelle, ben, il y a aujourd'hui un article dans Le Monde sur les aliments ultra transformés. Regardons comment les gens sont désinformés par rapport à cette question et comment on pourrait améliorer leur information. Hein, là, on est vraiment dans une question de santé. Là. Tout à fait. Et il y a, on aurait, alors je ne sais pas si ça me vient comme ça en parlant de ça, mais euh, le concept de fake news par rapport en santé, par rapport à la littératie en santé, ça peut un petit peu s'opposer, comme l'illettrisme et... Ouais. Ah bah, la capacité à faire le tri entre un site clair, un site qui donne de vraies informations avec un site qui donne des fake news, ça, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de la littératie. Hein. C'est un terrible enjeu. Quoi. J'ai fait une allusion sans les citer, mais la question de la vaccination est aussi autour de ça. Tout à fait. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être clore ce webinaire sur la littératie en santé. N'hésitez pas s'il y a une dernière question avant qu'on passe à table pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de déjeuner. En tout cas, on vous remercie infiniment, Francis Guillemin, pour cette présentation. Donc, il y aura évidemment un replay. On vous l'enverra par retour de mail. Il y aura aussi un résumé sur notre compte LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des liens et je mettrai tout sur le post LinkedIn. Vous pouvez retrouver tous les webinaires en ligne sur le site YouTube de Concept. Et puis, donc, on aura le prochain webinaire dans un mois sur un sujet un peu différent, celui du photo voice. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la technique du photo voice pour en recherche. Donc, toujours en lien avec la recherche participative, mais avec une technique particulière. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous faire vos retours. Et si vous avez des suggestions d'intervenants aussi, n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on co-construise ensemble le prochain programme 2026. Donc, vous avez Philippe Mougin qui vous remercie, c'était très clair et je me joins à ce remerciement. Tout le réseau Concept vous remercie pour votre implication et merci à tout le monde aussi pour votre participation. Et puis on espère vous retrouver tous prochainement à un prochain Meet and Share. Et merci beaucoup pour votre présentation et votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt.